Alors bonjour Maria, on est ravis de t'accueillir au Garonne pour cet entretien poursuite et du coup on aimerait bien que tu nous présentes l'objet que tu as choisi de nous présenter pour l'entretien. Ça, c'est un chaussure. Oui, C'est Barbara de Happy Island qui le porte. C'est 2, 3, 4, 5 tailles peut-être supérieures à elle. Elle a un très 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 petit pied. Toujours, quand il y a des chaussures qui sont beaucoup plus grandes, on met ça, toujours. Et même, je le fais dans la rue. Et j'aime beaucoup les talons. J'ai toujours porté les talons dans toutes mes pièces. Alors, pour Barbara, elle le porte aussi. d'accord, très bien. Et oui, tu portes des talons mais aujourd'hui tu portes des baskets. Non, aujourd'hui, non. Ok, Dans les pièces. oui, dans les pièces, donc c'est différent. C'est différent, ouais. D'accord. Justement, je t'en parlais en off tout à l'heure, mais dans un entretien à France Culture, on t'a interrogé sur ton nom d'artiste, Larry Bott, et tu as évoqué que ce nom renvoie à quelque chose de populaire, mais que ça renvoyait aussi à la figure de la diva. Et tu finis par dire que Larry Bott te permet de ne pas forcément être présente à toi-même. Alors ça m'intéresse particulièrement et j'aurais aimé savoir ce que tu as voulu dire quand tu as répondu ça, parce que ça avait l'air d'être assez intime. Oui, mais la vérité, c'est que je ne sais pas ce que j'ai dit. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu sais, il y a beaucoup de fois que je me force, ou je réponds à des choses, mais sont pas très claires peut-être des fois dans ma tête. C'est vrai que avoir un nom d'artiste te sépare un peu d'une réalité ou d'être présent quelquefois parce que tu te caches. C'est un masque finalement. Mais je ne travaille pas beaucoup avec des masques symboliques ni physiques, donc je ne sais pas pourquoi je me cache ou je devrais me cacher derrière quelque chose. Ça, c'est un truc. Après, je ne sais pas. Après, ouais, c'est vrai que c'est un nom qui m'appelait, qui m'a donné mes copains à Madrid quand j'étais très jeune. D'accord. Donc, c'est une façon de suivre, de suivre, on dit? Oui, De une suivre. suite. Si, c'est une suite à quelque chose, à un regard de l'extérieur peut-être. D'accord. Et c'est quelque chose qui t'est apparu comme une évidence ou c'est un nom que tu as cherché? Tu t'es toujours, en tant qu'artiste, tu t'es toujours fait appeler Larry Bott ou c'est quelque chose qui est apparu Non, c'est apparu plus tard parce que, disons que je suis artiste depuis très jeune, parce que j'ai commencé à faire des chorégraphies et mes choses très très jeune, 22 ans. Et il y avait une compagnie et tout. Et je m'appelais Maria José Ribot, que c'est mon vrai nom. D'accord. Mais je n'aimais pas. Ah, c'est aussi pour ça que peut-être je m'appelle autrement. C'est parce que je n'aime pas mon nom. Ah Le oui. nom que ma mère et mon père m'ont donné. D'accord. Et je ne savais pas comment enlever ce nom. C'est vrai. Ça, c'est la vraie raison d'ailleurs, je pense, là maintenant. Alors, Maria José Ribot, c'était horrible. Mais je me suis appelée comme ça beaucoup de fois. Dans les années 80, les années 90 au début. Et tout d'un coup, j'ai fait un striptease, que c'était un peu un solo striptease très drôle, avec beaucoup de couches, que c'était très burlesque et drôle. Et tout d'un coup, c'était vraiment le nom qui allait avec cette striptease, et c'est là que j'ai changé. C'était 1991. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, c'est un peu tard. Et après, il y a eu toujours cette typique, non, quand tu changes de nom, que j'ai changé beaucoup de noms pendant ma vie, durant ma vie, pendant ma vie. Maria, Mariajo, Maria José, là des fois, parce que je ne veux plus savoir de moi, alors c'est là, quand je monte dans un taxi, là, très bien, parce que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noms, mais c'est vrai que le seul qui maintient un peu une face vers l'extérieur, c'est Larry Bott. D'accord. Oui, donc quand même, c'est complexe. C'est pas... C'est le nom de mon père. Eh oui. C'est le nom de famille de mon père. Et là, c'est la diva. Ou la Carmen. C'est-à-dire, c'est populaire aussi. Mmh. Oui, c'est la figure populaire par excellence. Ouais. C'était assez proche de ça. Ouais. Enfin, t'as une volonté. Et depuis les années 93, tu crées une série de pièces courtes qu'on appelle les pièces distinguées. Et l'idée, d'après ce que j'ai bien compris, c'est d'en créer une centaine, 100 pile.
et de les jouer dans des musées et des galeries d'art. Et dans ce projet, tu sembles mettre toujours au même niveau le public et les interprètes et toi en tant qu'artiste. Donc il y a quand même une recherche d'horizontalité, de ne pas contraindre les corps et le regard, d'après moi, hein, ce que je ressens. Et je me demandais si tu recherches la proximité et pourquoi tu la recherches. Est-ce que ça te rend vulnérable? Est-ce que ça rend aussi plus vulnérable le public? Est-ce qu'il y a une mise en danger que tu recherches en continu, qui te concerne toi, mais aussi le public? Parce que j'ai observé que dans des vidéos de pièces distinguées, qu'il y a des personnes du public qui sont parfois assez mal à l'aise avec cette proximité que tu crées. Et est-ce que c'est des effets que tu recherches consciemment? Tu poses beaucoup de questions là, hein? Oui, oui, c'est. Enfin, tu vois où je veux en venir, c'est Ouais. parce que c'est. Non, mais je ne peux pas te répondre comme ça, clac, clac, aux questions. Mais comme toutes les choses, elles évoluent. C'est-à-dire, je ne commence pas, je n'ai pas commencé les pièces distinguées, alors je vais faire ça, tal, tal, tal. Il y avait un plan, toujours, depuis le début, que c'est faire 100 pièces distinguées de ma vie. Pièces courtes que j'allais mettre ensemble par série, une chose que j'appelle série. Finalement, un show, un spectacle. Donc, je commence dans le théâtre. Je ne commence pas dans les musées ni les galeries. C'est au fur et à mesure que j'avance dans ces projets que je vois que je dois les présenter autrement, qu'ils sont visibles aussi d'une autre façon. Donc, les musées me permettaient, les musées, c'est-à-dire les espaces horizontaux où je pouvais mettre les spectateurs avec moi, où je pouvais faire des autres choses par rapport à la relation entre celui qui joue et celui qui regarde, c'est-à-dire spectateur et artiste. Après, il y a beaucoup de... C'est très long parce qu'on parle là maintenant, par exemple, de tous les années 90. Et après, on parle de toute la première décennie des années 2000. Après, on parle de toute la deuxième décennie des années 2000, que c'est 20. Après, on continue parce qu'on est à 24. C'est-à-dire que ce sont des projets très longs qui évoluent, qui changent, qui s'adaptent. Avec certaines choses, par exemple, dans les pièces distinguées, c'est fragmenter les discours en pièces courtes, accumuler, juxtaposer, simultaner, travailler avec des concepts qui me permettent la pièce courte. Les encasser, les amalgamer, beaucoup d'opérations qu'on peut faire avec la pièce courte. Ça, c'était un des projets. Par exemple, le projet commence aussi, je suis seule sur scène. Après, au bout de 10 ans seule, j'ai commencé à travailler avec des autres. Alors, on ne peut pas dire que les pièces distinguées sont des solos. J'étais nue au début parce que je ne voulais pas travailler avec des choses, c'était vraiment travailler avec le corps nu d'une façon très, disons, essentielle. Mais après, il y a eu beaucoup d'objets qui se sont collés à moi et des choses qui ont évolué, qui tout d'un coup ont pris une énorme taille, comme par exemple une installation qui est énorme, énorme. Donc, elle est au centre de la scène. Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses. Mais par rapport à spectateur, je crois que le spectateur a été toujours au cœur de la conception des choses, des choses. Et la relation avec le spectateur, comment il regarde, qu'est-ce qu'il voit, comment on place leur place. Plus près, loin. Par exemple, dans le théâtre, c'est clair qu'il est loin, qu'il est encadré par les cadres de théâtre, et qu'il est normalement par la convention dans l'obscurité. Il y a beaucoup de conventions dans le théâtre qui ne marchaient pas avec ces pièces que j'étais en train de faire. Donc, le vouloir les mettre avec moi, c'est une façon de la proximité. J'avais besoin de la proximité, de les donner à eux la responsabilité de où ils voulaient se placer, c'est-à-dire qu'avec les mêmes horizontalité, la même surface pour tous, tous les espaces et tous les lieux qu'ils prenaient
ou qu'il prend sont valables, c'est-à-dire que moi, c'est moi qui m'adapte, pas eux. Ah oui, tu délimites pas un espace, c'est à eux de... C'est à eux, Oui, c'est à eux à trouver leur place. Qu'est-ce que c'est être spectateur? Qu'est-ce que c'est être spectateur de ça? Il y a beaucoup de questions par rapport à tout ça. C'est évidemment leur regard. Mais après, il y a eu des séries, c'est-à-dire 2011, je crois, que je suis retournée au théâtre, c'est-à-dire cadre de scène, qu'on traspasse, on change parce qu'on est dans la salle. C'est-à-dire il y a toujours un travail qui est par rapport au spectateur, mais pas toujours dans l'horizontalité, des fois aussi dans le théâtre. C'est une espèce d'aller-venir, aller-retour en permanence, dans les 30 ans de pièces distinguées. Et là, tu en es allé à combien si tu en as créé 60. 60? Ah oui. Si tu les mets tous ensemble, c'est 10 heures. 10 plus heures. ou moins là maintenant. Et ça, c'est un projet C'est un projet. Ah oui. Ouais. Évidemment. Ben, je ne sais pas si je le ferais. C'est ça que peut-être je ne le ferais pas. J'aurais morte. Ben, non. Je serais morte. Mais c'est un projet. D'accord. Mais ce sont des projets qui peut-être... Bon, c'est un projet, disons. Ouais. Oui, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a déjà l'idée... Enfin, bon, pardon, peut-être c'est un peu maladroit ce que je vais dire. Mais il y a quelque chose de l'ordre déjà du posthume. Du posthume. Il y a, tu as raison, mais c'est la relation à la mort, non? Ouais. Plutôt que les plans. Oui, je trouve ça très émouvant. Oui, peut-être. C'est vrai qu'il y a un projet, et un projet, c'est toujours un projet, c'est-à-dire un plan, mais il n'est pas écrit. C'est pour ça que c'est bizarre. Il n'est pas écrit. J'ai la sensation qu'il est écrit, mais que je dois le dévoiler au long de ma vie. Oui, c'est un rapport au temps qui est assez intense au final, parce que ça joue aussi sur ta vie personnelle, j'imagine, autant personnelle qu'artistique. Ça vient, je sais pas, ça doit s'imprégner dans tous les endroits de ta vie. J'imagine d'avoir un tel projet de se dire que à l'issue tu vas en faire 100, oui, je sais pas. Si, tu as raison, mais en même temps, je peux faire comme je veux. Je peux ne pas finir, ne pas le faire, ne pas continuer. Oui, tu te l'autorises. Ah, évidemment. Ok. Ah non, mais ça aurait pu être un défi. J'en fais 100, j'irai jusqu'à 100. Mais ok. Le défi, peut-être, il n'est pas le finir ou pas. Le défi, pour moi, c'est l'avoir un désir. Avoir le désir toujours de le faire. Finalement, ça se colle à la vie. C'est pour ça qu'il est émouvant, parce que c'est un projet qui se colle tellement à ma vie que si je n'ai pas envie de vivre, je n'ai pas envie de le finir. Donc, c'est beaucoup plus lié à ma vie qu'à ma vie artistique. C'est-à-dire, à ma vie artistique, je m'en fous, je peux les couper demain. Mais est-ce que ça veut dire que je vais couper aussi ma vie? Et c'est là où touche quelque chose de très, très profond et très brutal, parce que je dois trouver toujours le désir d'être artiste. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est beaucoup plus complexe. Oui. Et c'est là où les projets, il met... Parce que des fois, il y a envie de les quitter. Alors, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire que tu as envie de quitter ce projet? Ça, je suis en train de me demander une autre chose. Oui, c'est vertigineux. Et alors, ça veut dire quoi, pour le moment, être artiste, pour toi? Je ne sais pas, parce que c'est aussi une énorme question qui se pose dans les projets. Parce que comme tu les colles, il est collé tellement à ma vie, c'est là où la question aussi, elle est permanente. Alors, c'est un projet, je crois que c'est un projet qui me maintient éveillée. Peut-être la vraie raison qui me donne ce projet, c'est me maintenir éveillée, me maintenir toujours en question, me maintenir toujours vivante, véritablement vivante. C'est ça que je cherche, je crois, ou que j'ai cherché. Et je vais revenir sur, tu parlais tout à l'heure du corps nu, qui sous-tend beaucoup ton travail, et j'ai remarqué qu'on t'a beaucoup questionné là-dessus. Et alors moi j'avais envie de prendre un contrepoint en me demandant, en te demandant ce que ça te faisait, quel rapport tu as aux vêtements, ce que ça te faisait d'être habillée. Parce qu'une autre chose aussi de ce projet bizarre, c'est que je ne sais pas si je dois parler en futur, en présent ou en passé, parce qu'il est toujours là.
Donc, le début, c'était nu, mais là, maintenant, c'est plus nu du tout. Donc, est-ce que le passé, le présent, le futur, il est où? Surtout quand tu travailles, comme moi, par exemple, ça fait 30 ans, 35 déjà que j'ai des pièces c'est beaucoup, presque 40 ans. Donc, toujours, il y a les passés, tu dois utiliser les passés parce qu'il y a des choses que tu ne fais plus, ou que tu n'es plus intéressé, qui sont en train d'évoluer, on ne peut pas dire que je travaille avec la nudité parce qu'il y a 1000 millions de pièces autour qui ne sont pas nues. Mais, là, maintenant, je te réponds, mais c'est vrai, je travaille avec la nudité comme une autre façon, comme une autre façon d'être vêtu. Oui. Même si c'était jamais ça a été ça l'idée de la nudité chez moi. Là maintenant, avec les années, je vois que oui, que c'est complètement la même chose être nu. Bah, la même chose, non, je veux dire que c'est une autre façon d'être habillé. Et ma relation avec les habits, je ne sais pas, j'ai beaucoup de relations, surtout plutôt qu'avec les habits aussi, avec les objets. Parce que ce travail de toutes les années 90, des pièces distinguées nues, moi, c'était très lié au travail des objets et des vêtements. Et des choses qui se collaient, se dessinaient, se incrustaient dans les corps comme une toile vraiment plastique. Donc, les objets, les habits, tout ça sont des matériaux, des choses, des matières, des textures, des choses que j'utilise comme n'importe presque un peintre. Ou que j'utilisais. Mais là, maintenant, je vois que non, que j'utilise parce que là, si, parce que je suis en train là, maintenant de répondre à une interview aussi, écrite. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses très plastiques dans mon cerveau et que je travaille de façon très plastique. Par exemple, je commence toujours par les costumes, toujours. C'est moi qui fais les costumes de toutes les pièces. Tu les confectionnes ou tu les penses? Je les conçois, je les achète, je les trouve, ou je travaille avec quelqu'un qui les confectionne, ou je les fais moi, tout d'un coup ça, je le fais moi. Mais c'est-à-dire que je commence toujours toutes les pièces par ça. Pourquoi? Parce que c'est le plus difficile et c'est le plus plastique. Et c'est là alors ça prend une dimension comme ça, par exemple, que ça prend une dimension petite ou énorme, comme des installations. Alors ça devient vraiment, ça dépend du projet et de l'argent et de beaucoup de choses. Cette plasticité, elle vient se coller de différentes façons sur le corps, quand j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de moyens, et dans la scène, dans la rue, quand j'ai beaucoup plus de moyens. C'est-à-dire que c'est un travail plastique total. Mmh. Et quand tu dis que les pièces commencent par la confection des costumes ou des objets, mais tu as quand même une idée avant. Tu te mets pas à faire un costume et ensuite tu as une idée qui émerge. Des fois, ça t'est arrivé comme ça, ouais. Ah ouais, incroyable. Des fois. Mmh. Pas, si. Et beaucoup de fois, aussi, je commence par les mêmes choses. C'est-à-dire, j'ai un énorme truc dans le studio, et on commence, peut-être je suis sûre si il se répète dans toutes les pièces, tout au début des pièces, ah oui, ben là, non, tal. Et là, on commence, ou je commence, ah non, c'est pas par là, mais les mêmes pièces, ça fait 30 ans que j'ai la même pièce là, ah oui, mets-toi les rouges, parce que c'est la couleur qui m'intéresse là, c'est pas alors j'ai besoin de voir la couleur. Alors j'utilise le même rouge, la même pièce, que ça fait 30 ans. Et il y a des pièces qui sont, je reconnais tous les objets, toutes les choses que nous avons dans toutes les pièces. Parce qu'elles voyagent dans le temps. Les mêmes objets, par exemple, il y a un blazer rouge, je l'appelle, c'est la blazer de Juan, parce que lui, il a 95, il a porté ce blazer, et il est encore à la bola. D'accord. Elle est encore à la bola, c'est la blazer de Juan. Et elle a passé par beaucoup de pièces, cette blazer rouge. Elle a déjà une entité énorme pour moi. C'est un truc importantissime. Mm. Alors, il y a beaucoup de pièces et d'objets, des choses qui c'est... Oui, ça voudrait dire que tu mets un peu toutes les choses au même niveau dans le processus de création. C'est-à-dire que l'idée n'est pas supérieure à l'espace ou au costume ou à l'objet. Tout est aussi important. Si, tout est aussi important, mais il y a quand même une idée. Si je n'ai pas une idée, je ne peux pas travailler. Oui. C'est-à-dire que je commence toujours
avec une idée. Qu'est-ce que c'est une idée? Une idée, ça peut être, un truc dans les journaux, ça peut être un rêve, ça peut être une intention politique très claire, ça peut être un poème, ça peut être un texte avec des choses, avec des idées. Ça peut être beaucoup de choses, une idée. Je parle de les pièces de Stanguet, mais non, pas seulement pour les pièces de Stanguet, aussi pour tous les autres travail. Oui. Happy Island, par exemple. J'avais l'idée déjà, quand je suis allée à Madeira pour rencontrer la compagnie, dès que j'ai vu la compagnie, paf, j'ai eu une idée. Et là, je lui dis à Enrique Amoedo, je peux commencer. Si je n'ai pas cette idée, je ne commence pas. Oui. Je n'arrive pas. C'est la vraie peur quand tu es en commande. Ou la vraie peur, ce n'est pas avoir une idée pour moi. De toutes les journées de ma vie, c'est est-ce que je vais avoir une belle idée ou une idée qui me porte? S'il n'y a pas d'idée, je ne peux pas. Mais c'est vrai que les idées, elles viennent. Bon, les idées sont partout, mais tous les apps comme ça, dans n'importe où. D'accord. J'avais une question un peu de l'ordre de la fiction, mais je me demandais si tu devais adresser un message à ton corps, qu'est-ce que tu lui dirais? Calme. D'accord. Et, c'est le plus difficile. Ah oui, j'imagine. Et alors, j'aimerais bien qu'on joue à ce petit jeu. En fait, l'idée, c'est juste que tu retournes les mots, un par un, que tu le lises à haute voix et que tu nous dises ce que ça t'évoque. Mira, l'empathie. Oui. Pues ça m'évoque qu'elle est très, très nécessaire pour vivre et très nécessaire pour travailler. Parce que quand tu travailles en équipe, et quand tu travailles, elle est importantissime. Tu dois toujours te mettre dans les positions de l'autre pour comprendre quelque chose. L'autre? Oui, on continue, on va les faire tous les quatre. La chaise. Bon, la chaise, c'est comme un autre animal, c'est comme un animal pour moi. Un animal qui a vécu avec moi toute ma vie. Et surtout une chaise spéciale, qui c'est une chaise en bois pliante, très populaire, que j'ai trouvée très très jeune à Madrid. C'était un Sébastien qui louait les chaises pour corridas de toros, mariage et cinéma d'été. C'est tellement beau, pour moi c'était tellement beau de voir que cette chaise était toujours utilisée par des spectatrices et spectateurs pour ces trois choses. Alors je les ai utilisées depuis 85, que c'est ma première pièce avec une chaise de Sébastien. Et depuis toujours, elles sont presque dans toutes les pièces de ma vie. Pas les pièces de Stanguet, sinon toutes les autres aussi. Que j'ai beaucoup de pièces. Oui, c'est un objet un peu fétiche. Très, très fétiche. En plus, il est devenu tout pour moi. Symbolique, surréaliste, réel. Je sais pas, c'est un objet il a imaginé beaucoup. Le travail, la vie et les gens à côté de moi, oui. La mémoire, ça c'est la plus difficile. Ça c'est la plus difficile parce que parce que j'ai la sensation de que je n'ai pas de mémoire, parce que tout est une mémoire, c'est-à-dire c'est en permanence. Et je ne sais pas répondre à ça. En fait, je l'ai posé là parce que je pensais à ce travail des 100 pièces, de l'espèce de trace à laisser, de l'œuvre posthume dont je parlais. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapport à la mémoire et au temps, en fait, qui était sous-jacent à ton œuvre. Et j'ai voulu... je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qui va faire émerger... Claro. Mais tu sais, j'ai un copain, Jaime Conde,
qui écrit énormément sur moi et sur beaucoup d'autres artistes, il me dit toujours, tu travailles beaucoup avec la mémoire. Et c'est un truc qui me vient de l'extérieur. Parce que je ne savais pas que je travaillais autant avec la mémoire. Mais selon lui, et si je réfléchis, je dis, oui, mais je ne suis pas intéressée à la mémoire per se. Je travaille avec la mémoire, mais je ne suis pas intéressée par se. Elle est à l'intérieur et évidemment, pour moi, c'est lié à ça que je viens de te dire. Et utiliser la même blazer. Oui. 30 ans, c'est un travail de mémoire et recycler les choses. Oui. Toutes mes pièces sont recyclages de toutes les autres pièces précédentes. Presque toutes les choses. Je ne sais pas, ça, par exemple, ça, et ça va finir dans la bola, je suis sûre. Les jours que je ne l'aime plus ou que ça va finir dans la bola. Okay. Tout est une espèce de... Alors, tout est mémoire. Mais pour moi, ce n'est pas la mémoire, c'est la vie. C'est comme évident. Je ne donne pas des explications. Et le rire, ah oui. Ouf. Ils sont très, très belles, les mots, hein. Ils sont très beaux. Très belles, les mots. Je parle de pire en pire. Non, c'est... Je comprends bien. Ils sont très beaux. Les rires, ouf, les rires, il est tellement important. Les rires, ça a été la résistance la plus forte de toute ma vie à tout type de situation et de tout. Les rires, il est simplement magnifique. Et tu ris beaucoup? Je ris beaucoup. Je fais rire beaucoup. Ça, j'imagine. Si, je travaille beaucoup sur les rires comme j'allais dire, comme idée. C'est un truc hallucinant. Il y a beaucoup non pas, il n'y a pas beaucoup, mais il y a des choses très belles écrites sur les rires, des Baudelaire, des cinéastes, là maintenant je ne me souviens plus, mais il y a beaucoup de choses qui sont c'est une action très bizarre qui met en question beaucoup de choses autour, qui s'est liée aussi à des émotions très obscures peut-être de nous. C'est terrible. Elle peut être terrible et elle peut être aussi magnifique. C'est un truc très compliqué, très beau. Et oui, le rire pour moi, le rire est un sujet très sérieux. Très sérieux, mais très sérieux. J'ai une trilogie de rires, que c'est 40 Spontaneous, Laughing Hall et Executions, 3 pièces. La première, c'est avec des figurants, que je les faisais rire pendant 1 heure. C'était brutal, c'était absolument brutal. Laughing Hall, qu'on rit pendant 6 heures, c'est la pièce où il y a les cartons écrits, une pièce très dure et très sérieuse. Et après Executions, que c'est une pièce pour le ballet de Nancy, où les danseurs et les danseuses, elles riaient pendant toute la pièce. Et c'était terrible aussi. Ouais. Je suis très intéressée au rire. Vraiment. C'est bestial, l'action la plus belle. Oui. Bah, merci Maria. Merci. Et on peut la laisser se présenter. Pues je suis la Ribotte, une danseuse et chorégraphe principalement. Je pense toujours que je fais de la danse et de la chorégraphie, même si le résultat de beaucoup de choses sont des vidéos, des livres, des choses, mais toujours sont basés et mon intérêt est la danse. Pues le théâtre de Garonne m'invite avec quelque chose qu'on appelait la traversée La Ribotte ensemble. Et on va présenter ici plusieurs pièces. Happy Island, que c'est la pièce que je fais avec le Dansando con la Differenza, une compagnie de danse inclusive de Madère, en Portugal. Et après, il y aura Walk the Authors, que c'est une pièce, une installation avec la chaise, une chaise que j'ai toujours utilisée, dans ce cas-là, elles sont pyrogravées avec des histoires qu'on peut lire seulement si on lit la chaise. Ça à découvrir. Et après, il y aura aussi La Bola, que c'est presque la dernière création, ça fait 2 ans. C'était un trio, c'est un principe de mouvement, un trio qui se déploie dans l'espace et qui est en permanente transformation, changement, un trio de danseurs et danseuses. Et après, il y a West Anyways,
que c'est là, je ne me souviens plus quelle série, la 7e série, je crois, ou la 6e, la 7e série des pièces distinguées. Et c'est une pièce qui parle pièces distinguées qui parle de la peinture et de la relation de l'histoire de la peinture et de l'art vers le corps. Non, ça c'est très mal. Distinguished Anyways. Distinguished Anyways, c'est une série de pièces distinguées, la 7e, qui est, on l'avait fait à Roma, et c'est avec la lumière naturelle, sans électricité, sans son, sans rien, et c'est seulement le corps qui s'est peint, on peint le corps par monochrome, et vraiment c'est une pièce sensationnelle dans le sens de, il faut écouter les villes ou les endroits, il faut voir la lumière du soleil, comment elle tombe dans l'obscurité, et il faut voir la peinture sur le corps.